Poutine voulait une percée. Pendant des mois, le Kremlin avait planifié le coup final pour briser la résistance ukrainienne à l'Est. Selon les plans, les lignes de front s'effondreraient graduellement, créant une percée majeure s'étendant vers l'ouest depuis Donetsk. Au lieu de cela, Odradna est arrivé. Ce petit village du nord-est de Kivolblast était sous occupation russe depuis novembre 2025. Pendant 6 mois, il faisait partie du récit du Kremlin sur des gains lents mais réguliers. Odradna pouvait être petit, mais il servait de point clé sur la carte stratégique de Moscou. Ce point était essentiel pour maintenir la pression sur Kupiansk, accélérer l'avancée vers la rivière Osklel et établir une pression soutenue dans les régions Est et Nord. Le 15 mai 2026, tout a changé. La 129e brigade mécanisée indépendante lourde d'Ukraine est entrée dans le village et a détruit ce récit. Les forces ukrainiennes ont fait bien plus que reprendre le village. Elles ont complètement nettoyé les troupes russes des zones forestières environnantes, des positions fortifiées et des points forts. Elles ont libéré une zone d'environ 22 km. Et la façon dont cette opération a été menée et pourquoi la défense russe s'est effondrée si rapidement, c'est la partie la plus frappante de l'histoire. L'opération présentait une chorégraphie extraordinaire. Le bataillon d'assaut spécial Shkval, attaché à la 129e brigade, et le bataillon des systèmes téléguidés Rugby ont mené une attaque coordonnée. L'opération a été conçue comme une opération combinée en 3 phases, chaque phase s'appuyant sur la précédente. En première phase, les équipes de reconnaissance et les drones d'attaque ont systématiquement identifié les positions russes. Les abris dans les zones forestières, les positions de tir fortifiées, les centres de commandement et les concentrations de personnel ont été cartographiés un par un. Les éléments de guerre électronique ont simultanément brouillé les drones russes, aveuglant l'ennemi. En deuxième phase, les unités d'artillerie et les munitions rôdantes ont supprimé ces cibles avec des tirs de précision. Les positions de tir russes, les abris et les lignes d'approvisionnement ont été systématiquement frappés. En troisième et dernière phase, les groupes d'infanterie mécanisés ont avancé dans les zones forestières avec le soutien de véhicules blindés et ont délogé les soldats russes restant de leur position. Le groupe de renseignement d'origine ouverte a clairement résumé la situation. Les nouvelles tactiques donnent des résultats. C'était une façon diplomatique de dire que la défense russe s'était effondrée. La 16e armée a confirmé les résultats de l'opération. Selon ses déclarations, 56 soldats russes ont été neutralisés, tandis que d'autres ont abandonné leur position et ont fui. Des vidéos de cette retraite ont même été partagées sur les canaux militaires russes. Cet effondrement dans une zone que la Russie tentait de sécuriser depuis des années a eu un effet dévastateur sur le moral. Mais ce qui s'est passé à Odradna, c'est une histoire bien plus grande qu'un seul village. C'est un aperçu d'un problème beaucoup plus profond qui se propage dans toute la machine militaire russe. L'Institut pour l'étude de la guerre avait évalué la ligne s'étendant de Kupiansk à Osklel comme l'une des initiatives opérationnelles primaires de Moscou. Odradna était l'un des points clés de ce plan. Mais malgré plus de 3 ans de combat, des milliers de victimes et l'implication de nombreuses unités, la Russie a du mal à conserver les villages qu'elle a capturés il y a des mois. Un jour avant l'opération, le porte-parole militaire ukrainien Viktor Trub a admis quelque chose qui avait semblé impossible il y a 1 an. L'avancée russe vers le nord perd de son élan. Cette déclaration est cruciale parce que toute la stratégie 2026 de la Russie dépendait du maintien de l'élan offensif. Moscou avait besoin de percées visibles, de l'effondrement des lignes ukrainiennes et de gros titres sur un progrès inévitable. Au lieu de cela, l'initiative sur le champ de bataille commence à se déplacer lentement mais visiblement. Cette érosion se fait sentir non seulement à Odradna, mais sur tout le front vers le sud. Le même tableau émerge sur chaque axe. La Russie attaque, paie un prix, mais échoue à obtenir une percée. Le long de la ligne Kupiansk où se trouve Odradna, l'Ukraine exerce une pression simultanément en plusieurs points. Odradna est en réalité la 2e opération majeure sur cette ligne.
La même 129e brigade a repris le village d'Ambn et la zone environnante d'environ 5,7 km en avril 2026. En d'autres termes, cette unité nettoie systématiquement les positions russes. Cette ligne s'étendant d'Amb à Odradna était l'épine dorsale du plan russe pour atteindre la rivière Osk, et l'Ukraine a brisé cette épine dorsale. Le 12 mai, les villages de Urka, Karmazinka et Kovalevka ont été mis sous contrôle dans la direction de Svato. Ces établissements sont sur le flanc ouest de la dernière ligne défensive que la Russie tenait après son retrait à l'automne 2022. La chute de Urka est particulièrement critique car elle ouvre la porte à une avancée à grande échelle potentielle vers Bova. Selon les rapports d'intelligence open source, des éléments de la 14e brigade mécanisée et de la 92e brigade mécanisée, ainsi que des unités de la garde nationale, opèrent dans la région. Les tactiques employées par ces unités sont devenues le modèle signature de l'Ukraine. D'abord, les drones identifient et cartographient les positions russes. Ensuite, l'artillerie livre des tirs coordonnés pour les supprimer. Et au stade final, de petits groupes d'infanterie lancent des opérations de nettoyage. Au sud de Krugliaka, les forces russes ont été repoussées. La pression qui s'accumulait depuis des mois sur cette jonction ferroviaire que la Russie tentait de reprendre a commencé à céder. À mesure que l'Ukraine démantèle cette ligne étape par étape, le plan russe pour atteindre la rivière Osk perd de plus en plus pied avec la réalité. Un effondrement similaire se produit juste au nord de la ligne Kupiansk. La 23e unité d'assaut ukrainienne a percé la ligne défensive russe près de Vovchansk en avril-mai, libérant le village de Staritsia et entrant dans la zone forestière au nord du village. Cette zone se trouve à seulement 4 à 5 km de la frontière russe. Dans les zones forestières, chaque arbre peut être un abri, chaque fourré un point d'embuscade. La Russie avait envisagé ces forêts comme une forteresse naturelle, mais les forces ukrainiennes les ont déracinées de l'intérieur. Pendant la même période, Vilcha a été nettoyée et les positions au sud-est de Vetchansk ont été reprises. La Russie avait amassé la 69e division de motorisés d'infanterie et des unités Akhmat-Tchétchine dans cette région. Mais l'Ukraine a poussé la Russie dans une position défensive et le fantasme de la zone tampon s'est effondré. En se déplaçant vers le sud, Pravsk reste le point chaud du front de Donetsk. On estime que la Russie a déployé entre 60 000 et 80 000 troupes ici. Elle tente d'encercler Achimé, d'établir des postes de commandement dans Mirnorod et de créer les conditions pour une avancée vers Rida. Le 17 mai, 32 affrontements se sont produits dans le secteur de Pakhovsk. Cependant, la ligne de front est restée largement la même et il n'y a pas eu d'avancée significative vers la ceinture de forteresse. Alors que le 7e corps de réaction rapide ukrainien frappe la logistique russe avec la supériorité des drones, il repousse les infiltrations avec des contre-attaques rapides. Les Russes ont été forcés de passer à des véhicules à profil bas, comme les motos et les remorques. C'est parce que les véhicules blindés sont devenus des cibles de drones. À l'ouest de Pakhovsk, le long de la ligne Slovian et Konstantin-Duska, l'Ukraine fait également de petits mais réguliers gains. Et à l'extrême sud, sur le front de Zaporizhia, la situation est peut-être la plus difficile pour la Russie. Depuis janvier 2026, l'Ukraine a repris environ 65 km de territoire. Quand les opérations plus larges sont incluses, ce chiffre dépasse 400 km. Dans la bataille qui fait rage depuis 7 mois dans les steppes, la Russie a concentré ses 7e, 98e et 104e divisions aéroportées, ainsi que des divisions d'infanterie motorisées sous le 58e commandement combiné. Une concentration massive d'unités d'élite est en cours. Cependant, malgré toute cette puissance, elle n'a pas réussi à obtenir une quelconque initiative significative. Le 17 mai, 24 opérations offensives russes ont eu lieu dans la direction de Julia, mais les forces russes n'ont fait aucun progrès sur le front sud ces derniers jours. Le cycle de contre-attaque, consolidation et maintien de l'Ukraine neutralise chaque assaut russe. Le tableau général est clair.
Le même schéma sur chaque front du nord-est au sud. La Russie attaque, paie un prix, mais ne peut pas percer. L'Ukraine ne se contente plus de défendre. Elle passe de la défense aux contre-attaques limitées et les chiffres derrière ce tableau sont brutaux pour le Kremlin. En avril, les forces russes n'ont fait que 53 km de progrès à Donetsk et ont perdu environ 25 000 soldats sur ce front. Ce taux de perte s'élève à 470 soldats par kilomètre carré. Selon l'ISW, avril 2026 a marqué le premier mois depuis l'opération de Koursk, en août 2024, que la Russie a connu une perte nette de territoire. L'Ukraine a réalisé un gain net d'environ 116 km². Au cours des 30 jours menant à la mi-mai, la Russie a perdu le contrôle de 113 km supplémentaires de territoire. L'ISW a énuméré les raisons sous-jacentes de ces revers. Les contre-attaques terrestres ukrainiennes, les frappes de drones efficaces à moyenne portée, les restrictions sur l'utilisation illégale des terminaux Starlink par la Russie et la décision du Kremlin de bloquer l'application de messagerie Telegram. Tout cela figurait parmi les causes de la retraite russe. Tout aussi important que ses succès sur les lignes de front est la capacité de frappe en profondeur de l'Ukraine. Et cette capacité démantèle systématiquement les différents rouages de la machine de guerre russe. En mars 2026, pour la première fois de la guerre, l'Ukraine a surpassé la Russie dans le nombre total d'attaques de drones longue portée qu'elle a lancées. Ce tournant était silencieux, mais profondément significatif. Des cibles situées à 2000 km de la frontière ukrainienne sont maintenant frappées régulièrement. Environ 70% de la Russie est maintenant à portée des drones ukrainiens. Les attaques sur les ports et les raffineries en avril ont forcé la Russie à réduire sa production pétrolière de jusqu'à 400 000 barils par jour.